C'est parti. Vous avez un nouveau message. Vous avez un nouveau message. Pour ce premier épisode, on vous emmène dans l'univers du cosmétique, de la skincare et même du haircare. C'est décalé, audacieux, parfois trash, mais toujours canon, cadré, professionnel. C'est venu bousculer le secteur de la beauté, toujours très lisse et léché. J'ai en face de moi quelqu'un que vous connaissez très bien. Salut Gaëlle. Coucou, comment ça va? Quelle intro extraordinaire. Ça te plaît? J'adore quand tu me parles comme ça. Encore plus. Alors, tu es la première invitée de cette saison 2 sur Social Kids. C'est vraiment un honneur de t'avoir au micro. J'ai sûrement pas besoin de présenter ta marque, mais je vais quand même dire quelques mots. Martine a été fondée en 2018. C'est aujourd'hui cosmétique, skin et hair. Les maîtres mots qui te guident depuis le début de cette aventure sont créativité et innovation, mais toujours en rendant la beauté accessible à tous, sans faire de compromis sur la qualité. Ouais. C'est juste. C'est plutôt pas mal, ouais. Et puis Martine, c'est aussi 334 000 abonnés sur Instagram pour Martine Cosmetics et 98 000 abonnés pour Martine Skin. Donc on va parler de tout ça ensemble. Ouais. Trop bien. Alors la tradition sur Social Kids, c'est que tu te présentes toi-même en nous lisant ta bio Instagram. Voilà, il n'y a pas grand-chose, hein. Alors, ma bio Insta, ça commence par Martine pour les intimes, parce que Martine, forcément, c'est mon, j'ai pas envie de dire nom de scène, mais c'est le petit nom que je me suis donné et aussi le nom que je donne à mes abonnés, les Martins et les Martines. Founder et CEO de Martine Cosmetics et Martine Skin, et puis shop plus mon livre avec une petite flèche vers mon site martinecosmetics.com. Très Okay. corporate, hein, tout Très ça. corpo. Très corpo. Très businesswoman. Il n'y a pas de petits chats, de chiens, non, il y a pas tout ça. Alors, petit disclaimer, si certains termes marketing ne vous sont pas familiers, ils seront expliqués en description de l'épisode. On se lance. Let's go. Donc, en 2018, tu lances Martine Cosmetics. Ouais. C'est quoi le moteur du projet à ce moment-là ? Donc en novembre 2018, c'est vraiment le lancement de la marque, mais tout le travail, tout le développement de la marque, le dépôt de marque, tout ce qu'on a pu faire avant de lancer le site le jour 1, ça a duré quand même plus d'1 an. Le moteur, c'était déjà, forcément, j'ai commencé sur YouTube avec de la beauté, en faisant des crash tests make-up très loufoques et complètement barrés. À l'époque, c'était un truc qui se faisait vraiment pas du tout dans ce contexte-là, avec ce ton-là. Les youtubeuses beauté, il y en avait un paquet. Mais la youtubeuse beauté qui vient te dire comment faire un long trait d'eyeliner pour pouvoir potentiellement choper au soir, en soirée, parce que tu te seras fait en mode bimbo, go. C'était vraiment ça. C'était vraiment l'univers de Martine, ta super copine, un peu cette copine complètement à l'ouest, avec qui tu te maquilles avant de sortir en boîte. C'était un peu cette ambiance-là. Le ultra trash, c'était trashy chic, quoi, quand même. Sans oublier, évidemment, beaucoup d'humour. Et donc, dans cette lignée-là, évidemment, en tant que éperdument amoureuse de maquillage, et déjà de skincare à l'époque, mais principalement de maquillage, et très grosse consommatrice de maquillage, parce que forcément, j'achetais tout mon propre make-up, vu qu'à l'époque, j'étais pas forcément sur les PR listes, hein. Vu le ton de ma chaîne, j'étais un petit peu, on va pas se mentir, blacklistée par tout le monde. Et donc, j'achetais beaucoup moi-même. Et donc, voilà, grosse consommatrice de make-up. Et j'avais envie tout simplement de faire perdurer cette histoire et surtout de développer des produits, parce que j'arrêtais pas de donner mon avis sur celui des autres. Et puis, je me suis dit, tiens, tu sais quoi, vas-y, ma grande, fais-le toi maintenant. Et on va voir si c'est vraiment mieux ou pas. Et en fait, je me suis... c'était un pari un peu fou, un challenge un peu fou, mais qui aujourd'hui, après 8 ans, on est toujours là, quoi. Et c'est un énorme kiff. Et est-ce que quand tu as lancé cette marque, il y avait aussi un peu une envie de te détacher du monde de l'influence ? Mais alors, ça, c'est le côté vraiment business où j'ai toujours eu des entreprises, j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneur, parce que même avant les réseaux sociaux, j'avais des projets qui n'étaient pas du tout sexy et qui n'avaient rien à voir avec le make-up.
Et puis bon, en parallèle, j'avais des métiers un peu plus conventionnels, et encore, c'est pas vraiment très conventionnel, mais ça restait quand même... c'était pas forcément de l'influence, mais c'était plus de la télé, etc. Et donc, je combinais un peu tout ça, et j'ai très vite compris que j'allais pas vouloir avoir un patron. Et c'est vrai que j'adore l'influence, j'aime ce métier, j'aime parler aux gens, j'aime créer du contenu, j'aime créer des concepts, mais surtout, j'ai très vite compris qu'en lançant ma marque, je savais déjà, bien avant de la lancer, la façon dont dont j'avais envie de pouvoir communiquer sur cette marque. Et dès que les moyens allaient m'être permis, je voulais vraiment tout miser sur un contenu audiovisuel fou. Et c'est ça que j'aime faire, même à travers l'influence, un peu plus évidemment aujourd'hui qu'au début où j'avais pas un bal et où clairement tous mes petits deniers je les ai investis dans ma marque, et donc il me restait pas non plus des 100 et des 1000 pour faire du gros contenu YouTube, mais vraiment ce truc de j'ai envie de créer du contenu audiovisuel. Et c'est vrai que en développant ma marque de cosmétiques, je me suis tout de suite dit, ça va être l'opportunité rêvée en fait de pouvoir trouver un axe qui n'existe pas encore dans la cosmétique, où c'est très lisse, c'est très beau, mais on se fait un peu chier. Et j'avais envie d'être dans un truc plus dans l'émotion, plus raconter des histoires, emporter les gens avec moi, comme j'ai réussi à emporter cette audience à travers la chaîne de Martine, ta super copine, où c'était aussi un pari risqué, tu vois, de prendre ce ton-là et cet axe-là. C'est clair. Maintenant, on est Belges, hein. Les Belges, voilà, on peut un petit peu plus se permettre certaines choses, ça passe plus crème. Mais il y avait quand même ce truc un peu foufou où je me suis dit, avec ma marque de make-up, je vais pouvoir faire ça. Et donc, cette envie-là aussi m'a nourri de la développer, de la lancer. Pour pouvoir m'amuser, en fait. Et accessoirement aussi, sortir des cosmétiques que j'avais vraiment envie, à des prix accessibles, parce que pour avoir testé une chier de produits à des prix parfois complètement exorbitants, j'avais envie de faire le test. Est-ce que c'est possible d'avoir du make-up de super qualité à un prix raisonnable? C'était un vrai challenge. Ouais. Mais donc du coup, tout ce qui se passe depuis des années pour Martine, c'était pas laissé au hasard. Tu projetais déjà tout ça depuis le jour 1. Toujours. Mais j'ai toujours eu de la vision. En fait, j'ai déjà remarqué aussi, et des très grands entrepreneurs, je dis pas que je suis une grande entrepreneuse, hein, absolument pas, mais pour m'informer beaucoup sur ce qui se fait ailleurs, hein, et pas forcément que dans le monde de la cosmétique, mais dans le monde beaucoup plus vaste de l'entrepreneuriat, les gens qui ont réussi, ou en tout cas que les autres pensent qu'ils ont réussi, ils avaient toujours eu cette vision depuis le départ. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne aux gens, accrochez-vous à cette vision, parce que il y a que vous qui l'avez. Personne n'est dans ta tête, tu vois, par toi. Et depuis le départ, je savais déjà, et avec ma chaîne où j'avais envie d'aller, avec ma marque où j'avais envie d'aller, je savais déjà que j'allais vouloir lancer du skincare, alors que le skincare, il est sorti beaucoup plus tard, des années après le lancement de la marque. Genre, je sais là déjà ce que je vais faire les 5 prochaines années. Ouais. C'est vraiment important. Je sais que c'est parfois un peu loufoque et fou de se dire, oh, devoir se projeter aussi loin. Oui, c'est ultra important, parce que ça crée quelque chose d'ultra cohérent, et qui surtout, c'est moi. Et s'accrocher à ses idées, c'est vraiment, vraiment, vraiment primordial et très important, je pense. Tu lances ta marque seule? Alors, donc je dépose ma marque seule. Je travaille par contre main dans la main à ce moment-là avec une société qui s'appelait Azurtis, parce que entre-temps cette société m'appartient, parce que je l'ai rachetée il y a pas très longtemps. Mais au tout départ, donc vraiment au tout début de la marque, je me fais accompagner d'une société qui s'occupe de encadrer l'entièreté du développement. C'est-à-dire que, et ça j'ai très vite compris aussi, que pour avoir un projet qui perdure et qui pérennise, il faut se taffer. Il faut trouver des gens dont c'est le métier. Il faut pas avoir peur de faire appel à de l'aide. Les gens qui veulent tout faire tout seuls, alors oui, on va très vite, mais on va pas très loin. Et c'est souvent une énorme erreur dans le monde des gens qui veulent débuter, lancer un projet. Ils veulent tellement stick to the plan que parfois, parce qu'avoir la vision c'est bien, mais il faut aussi avoir une vision un peu plus vaste et voir comment se grouper pour amener à bien le projet. Et c'est vrai que Azurtis m'a été d'une aide à l'époque extraordinaire pour trouver les bonnes usines.
parce que le monde de la cosmétique, c'est un bordel sans nom. Il n'y a pas non plus 800 000 entreprises, mais il faut les connaître. C'est-à-dire que dans le monde de la cosmétique italienne, tu vas avoir 10 très grosses boîtes qui font 80% des marques sur le marché, qui sont en Made in Europe, en Made in Italie, à Milan, etc. Il faut les connaître. Je ne les connais absolument pas. Il fallait aussi me staffer pour pouvoir gérer la logistique, dealer les contrats d'envoi, de logistique, tout le côté aussi, parce que alors créer un produit c'est une chose, mais il y a aussi tout le côté légal, les tests, les normes, toutes ces choses-là. Je me suis dit ok, ça moi je sais pas faire. Par contre, ce que je sais faire, c'est développer des produits, avoir des bonnes idées et les mettre en image et vendre le produit. Ça, c'est ma force, mais je sais exactement ce que je veux et où j'ai envie d'aller. Mais maintenant, il faut que je le fasse avec des gens de qualité qui peuvent m'aider à aller jusque-là. Et donc voilà, évidemment, et je comprends que beaucoup de gens n'ont pas forcément envie de se staffer dans tous les sens parce que c'est des coûts et tout dépend évidemment du business model que tu as choisi de faire. Tu peux faire du partage de frais, partage de bénéfices, tu peux faire des contrats de royalties, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Donc, voilà, c'est un choix à faire évidemment, et je sais que beaucoup de gens ont un peu ce truc de oui, mais bon, tout pour moi. Ben oui, mais bon, quand on a un projet, qu'on a une vision comme ça à long terme, il faut pouvoir réinvestir son argent. Il faut pas avoir cette peur aussi de se dire ben mes petits deniers, je vais pas les récolter tout de suite, quoi. C'est un projet sur du très long terme, et jusqu'à très peu, en fait, tout ce que je gagnais avec la marque, j'ai tout réinvesti dans la marque. Mais des sommes énormes pour pouvoir financer justement mes campagnes, les gros lancements. Et c'est dur de se dire waouh, tout ce travail, 1 an de travail que je vais redépenser, mais ça a vraiment son sens parce que aujourd'hui, je commence vraiment à récolter les fruits de ce truc-là. Ça m'a permis quand même de construire un petit empire, un petit empire ottoman, voilà, tout doucement, mais qui m'a permis aujourd'hui de dire, bah voilà, j'ai plus besoin de personne. Aujourd'hui, je suis dans une phase, dans une structure entrepreneuriale qui me permet, et c'est un luxe qui est énorme, de pouvoir dire, bon, j'ai tout compris, je connais tout, j'ai plus besoin de cette assistance et de cette aide technique qui ils ont été d'une aide extraordinaire, j'ai une reconnaissance incroyable, mais c'est bon, là, en fait, j'ai compris la chanson. J'ai internalisé, j'ai commencé à construire mon équipe. Aujourd'hui, on est 20, donc on est quand même beaucoup. Tous ces gens sont devenus des employés, tous mes graphistes, le retail, la prod, tout le monde, les caméramans, enfin, j'ai tout internalisé. Et en fait, tu te rends compte de plus en plus que t'as pas forcément encore besoin d'énormément d'aide. Et tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et donc là, ça a été le choix de se dire, OK, j'ai ce luxe aujourd'hui de pouvoir me dire, eh bien, je vais tout reprendre à 100%. C'est un move qui est le plus gros move de ma vie d'entrepreneuse, mais qui est exaltant, qui est génial, j'ai pas envie de dire une libération, mais c'est vraiment ce truc de OK, maintenant si ça foire, de toute façon ce sera que ma faute. Donc il y a plus non plus ce truc de à qui la faute, bah à moi en fait. Et je trouve ça très sain justement comme façon de fonctionner. Et donc voilà, mais tout ça a été grâce au fait de dire bah OK, je vais pas tout claquer, je vais pas j'ai une vie confortable certes et voilà, mais tout le surplus, je l'ai toujours réinjecté. Un exemple, la campagne Mayday qui a été un tournage pour la campagne d'Halloween d'il y a 2 ans, c'est un tournage qui a coûté plus de 250 000 €. Il faut les avoir, quoi. Hein, donc, et je sais pourquoi je le fais. Je le fais d'une part pour m'amuser, parce que c'est un kiff qui est énorme de mettre en image ce qu'on a pensé pendant des semaines et des mois. Mais je sais aussi que ça change ce qui se fait, ça va être vu, ça va être entendu, mais surtout, les gens vont le sentir, on sent que c'est fait avec les tripes. Et je raconte une histoire. Alors, je sais que c'est loufoque, on se dit, mais enfin, autant d'argent pour une campagne de maquillage qui en plus n'a rien à voir parce que c'est un film d'horreur que tu fais. Alors oui, mais ça fait partie du concept de la marque. Toute la marque a été bâtie là-dessus. Et en plus, j'aime le faire, donc c'est le combo parfait. Mais ça nécessite énormément de fonds. C'est clair. Et en termes d'équipe com, est-ce que tu t'entoures directement au lancement de la marque ou pas tout de suite? Ça aussi, ça a été progressif. Ah mais au départ, là, quand je regarde les prémices de Martine et aujourd'hui, les prémices, mais c'était la foire à la saucisse, les amis. Mon assistante de l'époque,
la toute première employée que j'ai engagée, mon assistante, s'occupait des réseaux sociaux, mais je faisais moi aussi les stories, c'est moi qui postais quand elle partait en vacances, c'était moi, puis quand c'était elle, c'était vraiment, ça cassait pas trois pattes à un canard, quoi, on va pas se mentir, mais j'avais la vision, bordel. Ouais. Un jour, on y arrivera. Et petit à petit, parce qu'en fait, on a eu la chance que le lancement de la marque a été un succès fulgurant dès le départ. La première année, on fait 1 million de chiffre d'affaires, alors que j'avais 3 glosses, une palette petite chouin, grosse chouin et un mascara, quoi, tu vois. Ouais. Il y avait pratiquement rien sur ce site. Et donc, nous, on développe ce truc-là et cette première collection de maquillage, mais développer du make-up, ça prend des mois et des mois, parfois 1 an et demi pour développer un produit. Et donc, forcément, tu développes les prémices de la marque et puis t'as un peu du backup parce que si ça fonctionne, ok, on continue sur cette vibe. Mais donc, on a réussi quand même avec très peu de produits à avoir quand même un chiffre d'affaires qui était quand même, pour moi, à l'époque, énorme. Tu vois, c'était vraiment fou. Avec pas non plus des frais exorbitants, des frais de prod qui étaient complètement maîtrisés. Ce qui nous a permis d'avoir un premier EBITDA ultra sain. Et on s'est dit, OK, année 2, puis année 3, et t'as une croissance comme ça annuelle, tout en maîtrisant les coûts, mais en faisant aussi des coûts maîtrisés, parfois un peu risqués, mais toujours avec un but. Et puis aujourd'hui, on est là, quoi. Alors, t'en as déjà un petit peu parlé, du coup, mais Martine, c'est clairement une digital native brand. Donc, la marque est née instantanément sur les réseaux sociaux. La communication digitale autour de la marque, ça fait directement partie du projet. Ouais, toujours. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les marques qui commencent à se développer aujourd'hui, je pense par exemple à du skincare avec Yepoda, qui existe depuis 5-6 ans maintenant, Kosas, toutes ces marques, alors certes, Yepoda c'est différent parce que ils ont été introduits dans le retail récemment, mais ce sont aussi des marques digitales qui ne sont pas forcément liées à un influenceur ou à un créateur de contenu. Et souvent les gens ont ce truc de se dire ok, une marque digitale c'est obligatoirement la propriété, le produit, la marque d'une ou d'un influenceur. Pas forcément, il y a plein de marques qui explosent sur les réseaux, qui construisent en fait une marque. De Pierre-Paul Jacques, personne ne sait qui est derrière la marque, c'est des parfaits inconnus, mais ils vont construire tout un plan d'attaque digital qui est extrêmement bien ficelé, avec de l'acquisition, avec du CRM ultra strong, avec du ads, mais vraiment un truc qui est construit, une stratégie, mais pensée, mais de feu de Dieu. Et t'as la marque, en 5 ans, elle te tape du 30-40 millions de chiffre d'affaires. C'est fou. Ça, c'est encore une start-up. Ouais, c'est clair. Techniquement, ok, les 3 premières années sont passées, mais t'es toujours dans une espèce de phase de fin de start-up où là, tu deviens une brand vraiment qui est installée et qui est posée. Mais techniquement parlant, t'as encore une start-up, mais qui tape du 30 millions de chiffre d'affaires. Je trouve ça fou, je trouve ça ultra passionnant. Moi, c'est un truc qui me fait bander, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça me passionne. Je trouve ça incroyable. Je trouve qu'il y a énormément de choses à apprendre aussi des marques digitales. On est dans une ère digitale, de toute façon. Totalement. Et on le voit aussi, même les marques instaurées aujourd'hui ont besoin du net pour perdurer, pour pouvoir continuer à communiquer. C'est fini. Que le in-store, c'est terminé, c'est over. Par contre, le retail revient aussi. C'est-à-dire que Martine a débuté exclusivement sur les réseaux sociaux. Ça a duré comme ça très longtemps. J'ai longtemps attendu avant d'être distribuée en magasin parce que je sentais qu'il y avait encore moyen, moi encore, d'aller faire de l'acquisition auprès de mon audience, même auprès de l'audience froide, de construire d'abord une fanbase, vraiment des gens qui sont adeptes de la marque, qui l'ont complètement adoptée et qui l'adorent. Et puis il y a le bouche à oreille qui se crée. Et quand t'as ce petit cocon vraiment de early buyers qui est ultra présent, un truc qui se construit sainement. Là, je me suis dit, OK, après 4-5 ans, je me suis dit, maintenant, c'est le moment d'aller discuter avec les retailers. Alors, la discussion du retail, c'est d'une lenteur sans nom. Je vois encore beaucoup de gens dire, ouais, il n'y a pas encore Martine en Belgique pour la cosmétique. Je sais. Mais les gens ne se rendent pas compte. Les négos, c'est tellement compliqué. La France, c'est beaucoup plus facile. Je trouve la Belgique, pour le retail, c'est beaucoup plus compliqué. Pas en skincare, vraiment plus sur le make-up, parce qu'il n'y a pas non plus 15 000 magasins. Tu vas avoir des April, des Ici Paris XL. Et ça s'arrête un peu là, quoi, tu vois. Et donc, franchement, c'est pas évident. Et donc, c'est quelque chose qui est encore en égo, et on discute, et ça prend une plombe, ça fait 1 an qu'on discute. Enfin,
Et je sais que c'est frustrant pour les gens, moi la première, mais voilà, le retail en Belgique en tout cas, il se développe petit à petit. On est déjà distribué énormément à travers les Medi-Market pour le skincare. Mais la France, oui, ça a été une explosion, la vente en magasin. On s'attendait pas à un engouement pareil. Enfin, c'est fou. Et alors, surtout, il y a cette énorme crainte de dire, si je suis distribué partout en retail, mon Dieu, je vais cannibaliser aussi sur ma vente digitale. Pas du tout. C'est quelque chose qui effraie beaucoup de monde. Après, tout dépend de ta stratégie. Il y a des gens qui veulent faire énormément de quantité et distribuer dans plein de points de vente et faire vraiment de la masse. Et en fait, ça se rééquilibre naturellement. Et à un moment donné, c'est sûr que le digital, il va mourir parce que dans la tête des gens, tu es vraiment une marque de make-up ou de skin ou de cheveux. Nous, on est vraiment dans un truc où aujourd'hui, on a toujours le digital qui est extrêmement présent. Mais où c'est vrai que le marché du retail, il monte. Mais j'ai pas encore senti aujourd'hui la courbe qui redescend vraiment sur le digital. Peut-être qu'un jour elle va arriver et il y a quelque chose qui va se croiser et ça va se faire naturellement. C'est mathématique, c'est comme ça. Mais ça dépend aussi de la stratégie qu'on a envie de mettre en place. Donc, pour le moment, les deux cohabitent parfaitement. Le retail français, il est top. Avec Martine Skin aussi, là, on vient de faire l'expansion de toutes les pharmas. Donc, on commence à faire les pharmacies françaises. Et c'est tout de suite 200, 300, 600, 800 points de vente. Enfin, ça va très, très vite, quoi. Mais derrière, il y a aussi une autre demande. C'est la production. C'est-à-dire que, 40 000 pièces que je faisais de telle référence pour une commande d'implantation, ça ne suffira peut-être plus. Peut-être qu'en fait, il faut que je double, mais il faut les fonds pour pouvoir les doubler. Mais si tu doubles, t'as un meilleur prix de revient. Enfin, c'est un bordel sans nom. C'est vraiment plus compliqué qu'on ne le pense parce que aussi, rentrer en retail, il faut pouvoir répondre à la demande des retailers, qui est parfois très compliqué. C'est-à-dire que quand tu as des produits sold out, tu vas avoir... c'est pas juste on te tape sur les mains. Il y a vraiment des amendes qui coûtent une fortune. Donc, tu dois pouvoir répondre à la demande constante des PO, donc les product orders, les envois de produits dans leur entrepôt. Et si tu leur dis, en fait, non, j'ai plus, c'est sold out et ça revient que dans 6 mois, mais ils pètent un câble, tu vois. Ouais. Et donc, il faut pouvoir pré-mâcher tout ce travail-là, préparer ton plan d'approvisionnement, de commande d'implantation. Et puis, évidemment, à ce moment-là, t'as un autre retailer qui dit, coucou, nous aussi, on est intéressés, on a 60 points de vente. Et t'es là, mais putain, j'ai pas le contenu pour le faire. Ou construire les meubles. Être chez Nocibé, les meubles, c'est pas cadeau, c'est moi qui les paye, il faut les construire. Tout ça, ça a un coût. Donc, déjà, t'as un coût juste pour ta commande d'implantation, fabriquer tes produits, mais surtout pour les faire mettre en magasin. Et donc, tout ça, ça se prépare. Tu peux pas le faire en une semaine, tu vois. Et donc, c'est pour ça que tout ça prend un temps de fou. C'est clair. Ouais. Et des boutiques Martine, pourquoi pas? Let me take a sip of this coffee. Alors, mon rêve absolu. Okay. Mon rêve absolu, mais juste un magasin, ça m'excite pas trop. Par contre, là, en novembre, on ouvre, pas loin de chez vous d'ailleurs, on va ouvrir notre tout premier pop-up exclusif vraiment à nous. Ce que j'aimerais faire si un jour je devais ouvrir un flagship qui serait de toute façon pour moi obligatoirement en Belgique. Je débuterai de toute façon par la Belgique parce que voilà, c'est chez moi, c'est ma maison, la marque est belge. Ça a complètement du sens. Et puis surtout le fait que le retail soit aussi lent en Belgique à se développer, je me dis fuck this shit, I want my fucking own store. Et c'est vrai que c'est l'endroit parfait, je pense en tout cas, pour faire de l'expérience, pour pas juste être un énième lieu de vente où on te vend du produit, mais aussi tu vas pouvoir le découvrir, découvrir sa sensorialité, l'ADN, l'univers de la marque, vraiment d'avoir un espace aussi bien-être, un espace coiffure, avec des soins, parce qu'avec le haircare maintenant on axe tout sur le cuir chevelu, de faire vraiment des soins avec des massages crâniens, ce genre de choses, des soins en cabine, des soins visage. Ça c'est mon rêve, vraiment d'avoir un spot où tu peux vraiment aller booker ton créneau, 1h30 de détente absolue, avec des praticiens, des praticiennes extraordinaires. Et si t'as kiffé, oui, les produits sont en vente dans le magasin évidemment, et ça reste aussi du business, mais de se dire je peux vraiment tester au mieux le produit. Ça doit être un lieu de rencontre, de Byzance, de bonheur. Pour revenir aux réseaux sociaux, donc Martine est présente sur Instagram et TikTok, sur YouTube aussi, mais via ton compte. Pourquoi ces canaux-là? On est un peu partout en vrai, mais c'est vrai que
Alors YouTube, le côté YouTube, ce qui est incroyable, c'est déjà c'est la plateforme de prédilection pour pouvoir poster le contenu de campagne, les vidéos, les vidéos de campagne, les films, les courts-métrages, ce genre de choses. Et puis quand je parle de mon produit, ça me permet de pouvoir prendre le temps de l'expliquer en détail, de montrer les swatchs, voilà, une vidéo de 40 minutes, ça gêne personne. Une vidéo de 40 minutes sur TikTok, c'est un no-go. Par contre, le côté TikTok me permet aussi de pouvoir récolter, parce qu'on a plein de créateurs de contenu, des UGC, des gens qui font du contenu avec ma marque. Et c'est extraordinaire. Il y a des gens qui font des dingueries. Et donc, ça permet d'avoir tout ce contenu-là regroupé aussi sur notre page TikTok où, en fait, sur le compte TikTok, tu vas retrouver des choses, c'est peut-être moins joli, le feed il est peut-être moins esthétique, mais on s'en fout en fait. C'est plus, c'est plus à la bonne franquette, j'ai envie de dire. Il y a un côté très viral avec TikTok qui est ultra intéressant. Alors le côté TikTok Shop, etc., ça c'est pas du tout mon délire. C'est pas, personnellement, j'ai pas TikTok à moi, donc c'est pas, c'est vraiment pour moi l'app du scroll, et donc parfois j'essaye de scroller un peu moins qu'avant. Surtout le soir dans mon lit, c'est extrêmement nocif de faire ça, donc j'évite absolument TikTok. Mais Instagram, oui, l'Insta, ça nous permet de partager les visuels, les packshots. Il y a ce côté beaucoup plus léché. L'ADN de la marque, tu la ressens vraiment aussi dans le feed, ce que tu ne vas pas du tout ressentir sur notre page TikTok, par exemple. Donc c'est vrai que nos réseaux vont être à chaque fois différents. Il y a une autre atmosphère. Ouais. Je suis d'accord. Et pourquoi pas une chaîne YouTube Martine? Non, ça ne servira à rien parce qu'il faudrait tout recommencer de zéro, alors que ce sera la même audience de toute façon qui va s'abonner. Je pense que ça va être beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Alors que qui de mieux que la chaîne de Martine, finalement, pour parler de ses produits, de sa marque. C'est un peu comme Jeffree Star, par exemple, qui va... Bon, lui, pour le coup, il utilise sa chaîne plus que pour ça, hein, pour faire la promo de ses produits, chose que ça, moi, j'ai pas forcément envie de faire. Mais surtout, c'est une audience qui continue à grandir avec les années, et donc ce serait dommage, je pense, de devoir faire une chaîne que pour Martine. Clairement. Je pense que ça servira à rien. Ouais. Et c'est quoi, du coup, les autres leviers digitaux qui sont importants pour toi? Il y en a énormément. Alors, en digital, ce qui est vraiment un peu sous-coté, je pense, ça va être les newsletters. Après, tout dépend évidemment de ton taux d'ouverture, tout va dépendre aussi de ta database, hein, combien d'inscrits tu vas avoir. Nous, par exemple, dans notre newsletters, on a 600 000 inscrits, c'est énorme. Et donc, c'est une database qui a une valeur gigantissime. Mais tu peux avoir 600 000 personnes inscrites et avoir un taux d'ouverture de 0,5%, qui est catastrophique. Lors de gros lancements, même lors de promos, de ce genre de choses, on va avoir des taux d'ouverture qui sont énormes. Même les nanas avec qui on bosse pour nos newsletters, avec nos agences, même elles parfois sont choc-barres. Elles disent mais c'est fou, il y a tellement peu de marques qui ont ce genre de stats. Et encore une fois, c'est le côté ultra communautaire, le fait de parler de manière aussi directe avec mon audience, le fait de leur parler comme ça aussi à travers ma chaîne YouTube, en story, il y a ce côté, de proximité qui permet vraiment d'avoir une meilleure croissance sur tous les autres leviers, que ce soit les newsletters, que ce soit évidemment les ads. Mais pour moi, les ads, il faut vraiment il y a une vraie stratégie à avoir avec les ads, parce que faire juste du contenu ads et sponsoriser un post, ça sert à rien. Clairement. Il faut créer le contenu spécifique qui perve bien en ads, qui a du sens. Est-ce que tu fais de l'acquisition, de l'audience froide? Est-ce que tu vas faire du retargeting? Toutes ces choses-là. Est-ce que tu le fais en simultané? Est-ce que tu crées des périodes tests? Tu fais de la B-testing? Il y a tellement de trucs. C'est clairement, pour moi, tout ce monde-là. Moi, dans ma team, j'ai Mathilde, qui est exceptionnelle, qui est ma marketing manager, qui va vraiment s'occuper de tout cet aspect digital marketing. Parce que c'est un métier, c'est vraiment... Ça n'a rien à voir. C'est pas juste, quel post a fait plein de likes, là? Est-ce qu'on ferait pas un push à Instagram? Non. Non. On fait du méta, on peut faire du Google, tu peux faire bêtement Pinterest. Pinterest, c'est extraordinaire. Petit conseil à tous mes entrepreneurs. Si vous avez un produit un peu sexy, un truc un peu dans l'air du temps, un packaging un peu bankable, misez absolument sur Pinterest. Le taux de clics sur Pinterest, je peux pas vous expliquer à quel point ça explose. Le scroll Pinterest est nettement plus sain d'ailleurs, mais quelqu'un qui va beaucoup regarder du contenu skincare, make-up sur Pinterest pour s'informer, tu retarget et t'as un super joli post avec un magnifique produit, un beau packaging, machin.
ça fonctionne de ouf. Mais c'est très esthétique. Pinterest, il faut vraiment du contenu esthétique, travaillé, élaboré. Tout le contraire avec un TikTok, par exemple. Là, tu veux de l'UGC dégueulasse. C'est ça qui fonctionne. Il faut connaître les plateformes. Tu peux pas, le même contenu, aller le targeter sur tous. Sur le même contenu, je vais le mettre sur TikTok, Instagram, machin. Non. Absolument pas. C'est la plus grosse erreur. C'est de l'argent bêtement dépensé. Ce contenu, il doit être que pour cette plateforme. Ce contenu, que pour cette plateforme. Ta newsletter, comment est-ce que tu la construis? Comment tu l'écris? Toutes les techniques aussi de CRM pour éviter de finir dans les spams, etc. Entourez-vous de gens compétents dans ce métier. Et surtout, bossez avec des agences. Alors, je sais, ça coûte cher. Les agences vont prendre soit des fixed fees, soit ils vont prendre des pourcentages. Mais en fait, tu vas très vite voir si le résultat est au rendez-vous ou pas, si ça fonctionne. Parce qu'en fait, bêtement avec les ads, tu vois combien tu dépenses, tu vois combien cela t'a rapporté et combien te coûte l'agence. Ton calcul, il est vite fait, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc ouais, il y a plein d'agences extraordinaires. Je sais pas si vous les avez déjà nommées, mais 35. Bon, après, évidemment, il y a le grand classique Klaviyo, mais il y a des gens qui aiment pas. Ça reste les experts de leur domaine. Ah oui, mais c'est un métier, hein, Et vraiment. c'est pour ça que ça vaut la peine de bosser avec eux. En fait, tu dois avoir dans ta team quelqu'un qui comprend aussi les relevés stratégiques de tous ces trucs-là, qui va comprendre les extracts, parce qu'en fait, on te dit, bah voilà, t'as fait un ROAS de autant, là, de machin. T'es là, je comprends pas, ça va pas. Il faut quelqu'un qui puisse lire ces données, qui puisse les comprendre et surtout les amplifier, les améliorer. Mais qui récolte les données, c'est les agences, c'est eux aussi qui vont dire, ouah, ça a cartonné. Il faut absolument refaire ce contenu, mais peut-être avec tel produit, tel type de contenu. Donc, ouais, c'est vraiment un jeu d'équilibriste. Mais c'est ultra passionnant. Moi, je trouve le marketing digital, je trouve ça méga passionnant. Il y a des gens qui détestent ça, qui trouvent que c'est que du mensonge du début jusqu'à la fin. Non, je pense pas. Si t'as vraiment des bons produits et qui sont quali et qu'en plus ils ont des vrais résultats, le fait de les amener d'une façon intelligente auprès d'un public et d'une audience, moi, j'y vois absolument aucun problème. On va reparler un petit peu de la production justement de clips, t'en as déjà un petit peu parlé, parce que s'il y a quelque chose qui te démarque vraiment des autres marques dans le secteur de la beauté, c'est cette production de clips toujours plus fous les uns que les autres. Cette envie-là, ça vient d'où au fond? Alors moi, je sais pas. En fait, je sais pas. Mais quand j'étais toute petite, mais vraiment gamine, je devais avoir 10 ans, c'était mon rêve de devenir soit actrice, soit réalisatrice. Je voulais être dans le monde du cinéma. C'était vraiment mon rêve absolu. Puis j'ai très vite compris que j'étais nulle et que je ne serais jamais bonne actrice. Mais par contre, j'aime quand même toujours raconter des histoires. Et c'est vrai que j'ai très rapidement eu... En fait, ça a commencé. La première fois que j'ai vraiment cassé ma tirelire pour une prod, c'était pour Martine et ses Aerobeach. La fameuse palette, la première palette objet que j'ai développée, c'était la palette VHS. C'était vraiment une palette de maquillage comme une cassette. Concept pack extraordinaire, univers visuel exploitable à crever. Je me suis dit, mais attendez, on peut pas juste faire des packshots. Je dois mettre ça en image. Et on s'est dit, mais attends, c'est une palette Aerobeach. Let's go, on va faire un espèce de faux cours d'aérobic en mode années 80 et là tout a commencé. C'est la première fois que j'ai dépensé pour un décor, c'est la première fois que j'ai dépensé pour j'avais des stars, j'avais quand même Jill, Shera, Everett Robb, enfin j'avais des gens extraordinaires dans cette vidéo, ma meilleure pote Ambre, enfin on s'est dit bah on y va et on a fait le truc vraiment à 100%. Et là j'ai pris goût, j'ai dit mais putain c'est ça qu'on doit faire, les gens ont tellement kiffé. Les gens se sont dit ah ça y est, on nous prend pas pour des cons, on nous vend un produit certes, mais on en a un peu pour nos yeux et notre argent, tu vois. Il y a un peu ce truc où on se régale quand même, visuellement parlant. Il y a un truc qui se passe. Ah putain, c'est drôle. Et j'ai adoré, en fait, la réaction des gens. Comme ça m'a donné un coup de sérotonine et un coup de boost énorme. Je me dis, putain, c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Alors, cette année, ça a été une année un peu particulière parce que rachat d'entreprise, voilà, il y a vraiment eu tout ce scale-up qui a eu lieu. Ça a ralenti beaucoup les choses, donc malheureusement pas d'énormes palettes cette année, etc. Donc ça me rend très triste, mais Dieu merci, on a déjà terminé le développement de celle de l'année prochaine et celle ES de l'année prochaine. Donc il y aura des très gros lancements, plein de beaux moments et des très belles campagnes qui vont arriver. Mais oui, je kiffe trop. En fait c'est la meilleure partie de mon travail, c'est celle-là, on-set, quand je vois ce qu'on a imaginé pendant tant de mois prendre vie. Et la deuxième partie, pas du tout sexy, c'est le côté vraiment labo,
Quand je suis en développement formule et qu'on se retrouve avec les laborantins, avec mes experts compat, etc., et mes 2 nanas de prod, et que on teste, on donne des retours, on améliore, vraiment ce travail de précision, presque de pharmacien là, tu vois. Ouais. Ça, je kiffe aussi. C'est vraiment presque au même niveau, mais quand même un léger petit coup de cœur pour ce côté plus artistique. Ouais, j'adore. Et tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais l'investissement en budget, mais aussi en temps, en équipe, pour ce genre de production, je pense que les gens se rendent pas toujours forcément compte. Mais pour toi, ça en vaut la peine. Ça fait partie de la stratégie. Mais oui, parce que en fait, regarde. Après, c'est chacun a une opinion sur la vie qui est différente, mais j'ai une jolie maison, j'ai des enfants en pleine santé, je sais partir en vacances quand je veux. Alors, je suis pas des sacs Hermès, machin. C'est pas mon délire. Il y a des gens qui sont très dans. Et je dis pas du tout que c'est superficiel. Il y a des gens qui aiment les belles choses, qui coûtent très cher. Alors moi, c'est les voyages et j'ai investi tout dans ma maison. J'ai investi tout dans mes travaux. J'adore être bien chez moi. J'ai investi dans de la déco. Enfin, je peux dépenser des fortunes dans de la déco, mais ça, c'est mon bonheur. J'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas forcément besoin de 10 maisons. Je n'ai pas forcément besoin de 15 voitures. J'ai pas besoin de tout ça. Et donc, c'est déjà extraordinaire ce que j'ai. C'est déjà un luxe qui est énorme. C'était une chance d'avoir cette vie-là. Parce que beaucoup de gens te diront oui, non, tu l'as mérité, t'as bossé. Oui, j'ai bossé, mais ça reste une chance. Parce que je peux vous garantir que les cartes de la vie ne sont pas distribuées de la même manière pour tout le monde. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance. Et donc, je préserve ça. Et donc, forcément, j'ai pas besoin d'avoir des millions sur mon compte. Donc, si ça me permet de réinjecter et de faire ces campagnes complètement loufoques qui me font du bien, qui me font plaisir, qui m'amènent du bonheur dans mon travail, je le fais en fait. C'est peut-être pas forcément le plus smart parce que je pourrais dire je dépense le strict minimum, je veux faire exploser mon EBITDA parce que j'ai une envie de vendre ma boîte peut-être dans 6 ans et de faire un LBO et de machin avec un lever de fonds et forcément qu'est-ce qu'on va regarder, c'est l'EBITDA, il te reste combien après tous tes frais. Oui, alors oui, je pourrais faire ça, mais est-ce que je serais plus heureuse? Je sais pas, tu vois. J'en sais rien. Peut-être, peut-être pas, mais j'ai pas envie de prendre ce risque et de me dire je vais couper les robinets et je vais faire que cette formule elle coûte cher, mais j'ai envie de faire ce produit et on va le faire en fait. Ce pack il coûte une fortune, mais on va le faire. Faire ce moule ça coûte $50,000, on va le faire parce que j'ai envie de le faire, tu vois. J'ai envie de voir ce que ça va donner. J'y crois, ça va être trop beau, les gens vont trop kiffer. Et je vais faire ça le temps que ça perdure. Vraiment, et ça me rend heureuse. Parce que mine de rien, on oublie une chose, on fait ce métier aussi parce qu'on l'aime, tu vois, et parce que ça nous rend heureux. Si c'est pour le faire juste pour une histoire de pognon, ça va pas du tout. Tu vas pas maintenir ça pendant 30 ans, tu vois. Ouais, c'est clair. Et surtout, mon temps, il est compté. Je suis dans le monde, en plus, de l'influence. Alors, plus périssable, tu meurs. J'ai plus 20 ans. Je vais avoir 37 ans cette année. Hein. Meuf, dans 3 ans, j'ai 40 balais, quoi. Hein. Je vais pas rester conservée comme ça pendant des millénaires. En plus, je suis pas grosse team Botox, chirurgie, c'est pas mon délire. J'adore mon petit Wi-Fi et mes petites rides d'expression. Je les aime, elles sont là, elles vont rester. Mais donc, je vais périr à un moment donné. Peut-être que les gens en auront peut-être marre de voir ma gueule aussi, tu vois. Y a toutes ces choses-là qui font que ce temps, il est compté. Donc, amuse-toi, en fait, tu vois. Donc, je le fais maintenant parce que peut-être que dans 5-6 ans, c'est fini. Et que les gens n'auront plus rien à foutre de ma gueule. Peut-être que mes produits vont perdurer et je me le souhaite, tu vois. Et qu'en fait, c'est peut-être ça la clé du succès. C'est que les gens ne savent même plus qui je suis et qu'ils achètent juste pour le produit. Ça, ce serait le goal absolu. Okay. Bien sûr. Combien C'était ma toute dernière question, mais vraiment, ouais. c'est le goal absolu. Combien de gens ne savent pas qui est Anastasia Beverly Hills et pensent que c'est juste un nom de produit, un nom de marque, alors que cette personne existe réellement. Il y a vraiment tout cet aspect-là que je trouve. Ça a son impact, tu vois. Et donc, il faut le faire maintenant. Je m'amuse maintenant. On verra bien où je suis dans 10 ans. Et peut-être que dans 10 ans, je dépenserai plus des 300 et des 1000 dans des campagnes de vidéo. Mais aujourd'hui, je kiffe trop, quoi. Alors, niveau stratégie digitale, qu'est-ce qui est mis en place chez Martine? Enfin, est-ce que vous avez une strat qui est globale à l'année? Ou est-ce que vous revoyez une stratégie pour chaque sortie de produit? Comment vous... justement, ça c'est la beauté du monde du skincare. C'est peut-être pas forcément le cas dans tous les domaines évidemment, mais dans le monde du skincare et de la cosmétique, tout prend tellement de temps, c'est qu'on sait déjà ce qu'on va sortir jusqu'en fin 2027. Donc en fait là, tout le reste de l'année 25, tout le reste de l'année 26 et 27 sont déjà préécrits, prédéfinis. Donc évidemment qu'on sait
ce qui va sortir, mais évidemment, je suis pas en train de te dire que je sais déjà quelle stratégie digitale je vais développer dans 2 ans. Ça serait complètement con parce que les temps évoluent, ça bouge. Donc, il faut aussi rester dans l'air du temps et ce qui fonctionne à ce moment-là. Maintenant, par exemple, sur le reste de cette année, jusqu'à fin de l'année, absolument, on a une stratégie digitale qui est déjà complètement mise en place. On sait quel levier on a envie d'activer pour quel, et ça c'est le travail de Mathilde, hein, par exemple, c'est vraiment le chef d'orchestre qui va aller piloter tout ça. Et ça, on le travaille ensemble. On va vraiment travailler les campagnes ensemble, les idées. Et puis, en fait, elle a vraiment ses targets, ses envies, ses mises en place. Et puis, c'est l'équipe créative avec moi, Marine, qui est ma chef DA avec moi depuis toujours, en fait, qui a toujours été là depuis le lancement de la marque. On va aller... Voilà, brainstormer, ok, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, on va créer des produits audiovisuels qui vont fonctionner, des packshots, et ok, d'accord, on va briefer les équipes marketing, les équipes contenu, comment est-ce qu'on va communiquer, puis on crée le contenu, on crée les textes, et c'est vraiment un web effect en fait, tu vois vraiment ce petit côté... j'aime pas parler de hiérarchie parce que c'est pas, enfin, pour moi il y a zéro hiérarchie au sein de la boîte. On a vraiment, chacun est chef de son pôle. Il y a pas un tel est chef de un tel, tu vois. Peut-être qu'un jour on va tellement grandir et qu'on aura besoin vraiment d'assistants pour chaque pôle et que oui bon à ce moment-là c'est différent, il y aura des juniors. Aujourd'hui il y a pas de juniors, ce sont vraiment chacun est chef de son pôle. Et puis les graphistes qui sont ensemble. Voilà, chacun est vraiment... C'est le petit cocon des graphistes, ils sont plusieurs, ils sont 3 aujourd'hui, mais il y en a pas un qui est plus important que l'autre, tu vois. Et donc comme ça, on se partage les infos, et puis il y a toutes les semaines les réunions team meeting, qui bosse sur quoi, ok, d'accord, il faut faire quoi, comment, tiens, ça on va modifier. Enfin, c'est vraiment... on communique énormément, et on a la chance de tous être là, tous bosser ensemble, et donc dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a une question, en fait ça va se résoudre très très vite, et c'est un gain de temps de fou. Et bah oui, il faut tout prémâcher en fait. Et alors par rapport au branding, donc la marque a un branding qui est super fort, mais directement lié à ton image, à ton univers et à ton visage. C'est quoi la réflexion derrière ça? Alors, d'ailleurs le branding, pour tout te dire, ceux qui ont développé le logo, qui ont designé le logo, qui ont en fait designé les prémices de l'univers de Martine avec mes brainstorms, mes meetings avec eux. C'est l'équipe, figure-toi, qui s'occupe de Paul Van Harver, notre cher et tendre Stromae. Et c'est eux qui ont vraiment designé, entre autres, le logo. La typo, etc. Le côté très bold, un peu... parce que le logo Martine, il est quand même un peu particulier. Il a un côté un peu sectaire, il fait un peu peur, il a un côté très gothique, très rock en fait. Et pareil, ça de nouveau dans le monde de la cosmétique, on imagine des trucs un peu très italiques, très... Donc c'est vrai que le branding, déjà il dénotait complètement. Il amène déjà cette différence, rien qu'au niveau du logo, des punchlines de la marque, de la typo, des visuels, les premiers shootings qu'on a pu faire, c'était tout de suite, qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois. Et donc l'agence qui a développé le logo, qui bosse énormément avec Stromae et toute son équipe, eh bien c'est Bold at Work. Ils ont fait un super taf, franchement, big up à vous les gars, vous êtes incroyables. En plus ils sont trop sympas, c'est les meilleurs. Voilà. Et donc évidemment au tout départ, aux prémices de la marque, j'incarnais l'univers, le nom de la marque. C'était moi évidemment mis en avant, les photos, les machins, les bidules, les bazars. Aujourd'hui c'est quelque chose que je fais de moins en moins. Je vais surtout le faire pour les grosses campagnes de lancement ou pour les campagnes qui me font vraiment kiffer, les campagnes Halloween par exemple, où là j'aime trop de shooter avec Marine, c'est toujours un plaisir. Marine Ferin qui fait tous nos packshots et nos shoots de campagne. Il y a une alchimie entre nous deux qui est telle que j'aime encore beaucoup ça, et j'aime beaucoup bosser avec elle, et j'aime qu'on fasse ces shootings ensemble. Donc je vais le faire sur des projets plus spécifiques comme les grosses campagnes Halloween. Mais par exemple sur le skincare, tu me vois pratiquement plus sur la page Insta. Ce n'est même plus moi en fait, tu vois, c'est parce que les produits sont tellement forts, ils ont tellement leur vie à eux qu'ils n'ont plus besoin de mon visage pour être vendus. On a dépassé déjà ce stade-là. Et avec Martine, cosmétique, ça commence aussi, de plus en plus. Donc je le fais plus pour le kiff que par besoin en fait, de continuer à shooter.
Le temps passe et on n'a pas encore vraiment parlé de créativité. Je pense que c'est en plus un des points communs entre nos deux teams, Martine et Atelier Milky. C'est cette recherche constante de créativité, du truc différent et du truc en plus même. C'est quoi le secret de votre team pour booster votre créativité et aussi avoir toujours une longueur d'avance? C'est très dur comme question, moi, je trouve. Parce qu'en fait, tu ne sais pas booster... je ne sais pas si être créatif, ça se travaille. Je ne sais pas si c'est comme un truc où tu vas à la muscu et tu gonfles et tu vas avoir un plus gros muscle, tu vois. Je pense qu'on peut booster sa créativité par certaines choses, mais ce côté un peu loufoque et créatif, et ça reste un truc que tu as dans la tête ou que tu l'as pas, tu vois. Ouais. Par contre, il y a plein de façons déjà de construire une équipe qui ont tous un peu ce brin de folie. Parce qu'aujourd'hui, dans ma team, chacune a un peu ce brin de folie. Donc je pense que s'entourer de gens déjà créatifs et de gens un peu foufous, il faut le faire, parce qu'en fait, aller calmer ça fonctionne, c'est faisable. Aller demander aux gens d'être plus créatifs, d'être plus... c'est dur, je pense. C'est clair. Par contre, tu peux travailler ta créativité par des choses très simples. Éteindre ton téléphone, sortir, t'instruire, lire des livres, sortir de chez soi, partir en vacances, voir des nouveaux visages, entendre des nouvelles musiques, manger des nouveaux aliments, faire des choses pour la première fois. Ouais. C'est quand la dernière fois que t'as fait un truc pour la première fois? Il y a des gens, parfois, ils savent même pas te répondre. Ils sont là, c'est pas, ça date, tu vois. Ouais. Faut s'alimenter. Faut vraiment moi, c'est un truc de fou. C'est quand je reviens de voyage, c'est là où j'ai toutes mes idées qui fusent. Et parfois, je suis en bagne et je dis, putain, et je vais faire ça. Et je vais faire ça. Parfois, je mets de la musique qui me met dans une vibe incroyable. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'écoute du ABBA à longueur de journée. Take a Chance on Me, c'est ma hit song du moment. Je fous ça à fond de balle et ça me... Ah putain, ok, let's go. Et en fait, je rentre dans une espèce de transe qui me motive pour la semaine, qui me motive et ça m'amène plein d'idées. Je note aussi. Parce que la créativité, elle est furtive. C'est-à-dire que parfois, tu vas dire, ah putain, faut faire ça. Papier, un petit stylo, et je le note. Genre là, j'ai déjà plein d'idées pour une palette Halloween de l'année 2027. Et donc, il faut déjà bosser dessus en 26, donc il faut vraiment que je bosse déjà maintenant dessus. J'ai 1 milliard d'idées de produits. Et en fait, si je le note pas, je vais l'oublier ou je vais être là, ah merde, on n'a pas fait, ah putain, j'y avais pensé. Et donc cette créativité aussi, elle est parfois un peu pesante parce qu'il faut la canaliser aussi, il faut la structurer. Mais franchement, moi je pense qu'il faut juste, bêtement, quand je pense à Marine qui déborde d'idées, j'ai eu de la chance aussi de tomber sur cette personne, tu vois. Et aussi de lui donner la chance de se développer, parce que là où elle était avant, c'était pas du tout le cas. Elle était cadenassée dans un truc qui lui plaisait pas du tout. C'est un diamant brut, cette meuf. Et tu te dis, mais waouh, mais comment les gens ne peuvent pas voir qu'elle a un talent de fou, alors qu'elle a des skills incroyables. On dit non, fais que ci, fais que ça. Par contre, tu regardes les premières photos packshot de Marine et celles d'aujourd'hui, il y a un monde de différence. Il y a une amélioration, il y a une amplification, il y a un truc. C'est lunaire, quoi, tu vois. Et seulement en quelques années. Mais il faut aussi lui laisser cette place, tu vois. Il faut aussi laisser aux gens la possibilité d'être créatifs, de faire des erreurs, d'essayer des choses, de se planter. Et ça, tu stimules les gens en le faisant, en leur donnant l'espace pour l'être. Et pas en les cadenassant, en disant non, t'inquiète, j'ai quelqu'un pour faire ça. Quand quelqu'un te dit j'aimerais bien essayer. Moi, j'ai par exemple Audrey, qui est notre community manager, qui me dit voilà, j'aimerais bien un peu faire du montage. Est-ce que tu vois qu'il y a peut-être moyen... Ah, tu veux faire une formation montage? Ok, do it. T'as des gens qui vont dire oh la chieuse, l'employé qui me demande une formation, combien ça va me coûter cette histoire, tu vois. Je te jure, il y a des gens qui sont comme ça. Et c'est ça la clé aussi, c'est de donner l'espace aux gens pour être créatifs, parce que attendre des gens de l'être, mais par contre dès qu'ils le sont, tu es là ou qu'ils sont un petit peu plus proactifs dans l'idée de le devenir encore plus. Tu peux pas râler derrière si ça te plaît pas, tu vois. Non, laisse-leur la place de le devenir, tu vois. Et c'est pas trop dur pour toi de laisser d'autres personnes, de laisser cet espace pour que les gens, en fait, c'est tes employés, mais ils s'approprient du coup ta marque et ils vont en faire quelque chose que t'aurais pas fait peut-être. Ouais, c'est génial. Je pense que au tout début de Martine, j'avais peut-être un peu plus de mal avec ça. Après, on n'avait pas l'équipe qu'on a aujourd'hui, évidemment. Mais aujourd'hui, après chaque produit, tout ce qui sort, il y a aucun employé qui va dire il faut qu'on fasse tel produit. Chaque produit que la marque a développé,
que j'ai vendu, qui a été mis sur mon site, que tu as vu en magasin, tout sort de ma tête. Le nom, la compo, la formule, la colorimétrie, tout. Et c'est comme ça que je fonctionne toujours. Je vais développer une idée de base. Je vais dire, voilà, cette année, on va faire ça, enfin, cette année. Dans 2 ans, on fera ça. Je leur prépare des espèces de briefs, des envies créatives, des shadings de Pantone. Voilà comment j'imagine l'univers. Voilà ce que j'ai envie de raconter, la façon dont j'ai envie de le faire. Et puis, c'est vraiment important de laisser cette place aux gens de s'exprimer. Et ça s'appelle du sparkling. C'est-à-dire que, après, c'est important aussi de ne pas avoir le truc de la cacophonie où tout le monde donne son avis, parce que si moi je doute, tout le monde doute. Si je doute, tout d'un coup je dis je sais plus où je vais, c'est la merde. Et c'est parfois aussi important, et ça c'est là on devient le méchant patron, de dire non. Vraiment, je pense que là on va dans le mur. Je pense que cette idée-là reste vraiment la meilleure. On va dans cette direction-là. Et je sais que c'est dur, c'est très rare que je le fasse, mais parfois il faut le faire. Et je me suis rarement plantée quand je l'ai fait. Donc ou pas en fait, je me suis jamais plantée quand je l'ai fait. Mais c'est moi je trouve ça génial justement de voir les gens en réunion vraiment être extasiés par l'idée d'un projet, ça les anime à ce point que quand eux ils sont en voiture, ils ont aussi plein d'idées, que le lendemain ils disent putain meuf, j'ai pensé à ça, faut trop qu'on fasse ça. Mais c'est génial. Pourquoi ça devrait faire chier, tu vois? Je comprends, parce que tu dis les gens vont se dire c'est plus la marque de Gaëlle. Non, ça reste toujours mes envies, mes idées, mes produits, mais la façon dont on communique, la façon dont on les met en avant, etc. Genre mes graphistes, depuis qu'ils sont au sein d'une structure in fine où on leur laisse la place, ils n'ont jamais été aussi efficaces, ils n'ont jamais été aussi bons qu'aujourd'hui. Ça prouve bien que c'est parce que je leur laisse la fucking place, tu vois. C'est clair. Est-ce que t'as pas l'impression d'être parfois dans une course effrénée ou toujours plus impressionnant, et finalement tu sais pas où ça va s'arrêter? Ouais, c'est un danger, c'est un danger. J'y pense souvent, je vais pas te mentir en disant non, moi je vais là où la vie me mène. Non, je pense qu'on a tout ce truc du bon. Est-ce qu'un jour ça va s'essouffler? Est-ce qu'un jour ça va me saouler? Alors pour le moment toujours pas. Et quelle va être l'énième idée que je vais pouvoir... Regarde, là cette année, il y a pas de gros happening. Bon, il y a le pop-up, etc. Mais il y a pas de gros happening lancement produit vraiment fou, tu vois. Avec une campagne de fou, et c'est pas grave. Parce que j'ai l'air complètement en panique, non. Et parce que c'est comme ça, et que c'est un choix que j'ai fait, et que c'était le meilleur des choix, parce que je ne fais pas les choses à moitié. C'était hors de question de venir avec un truc un peu bancal, un peu bidon, entre deux négo, machin, ça va pas, tu vois, c'est pas possible. Et donc je préfère faire les choses bien, parce que c'est aussi ce que l'audience attend. Et t'as raison, c'est une énorme pression de se dire les gens attendent toujours plus. Mais c'est stimulant aussi. Parce que si je commence à faire à chaque fois des campagnes un peu pétées, à quoi bon, tu vois? Parce qu'il faut aussi que ça me stimule moi, il faut aussi que moi j'y trouve un challenge. Et donc pour le moment ça me plaît. Peut-être que t'as raison, peut-être qu'un jour ça va me saouler et ça va me foutre une pression énorme. Je le ressens beaucoup plus dans YouTube. Beaucoup plus que dans ma marque. Où là ça me dérange pas d'être challengé et de créer des gros concepts. Ou par contre sur YouTube, où maintenant alors ça a été c'est de nouveau, moi je trouve un fort la mode de faire des très 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 gros concepts. Les gens viennent tout le temps avec des énormes trucs. Il faut du fit and fun à gogo. Il faut que des têtes méga connues sur ta chaîne, sinon ça perf pas. Moi ça me saoule, ça m'excite pas. Après moi je consomme plus vraiment ce genre de YouTube. Moi je suis plus j'adore le vlog en ce moment, j'aime beaucoup ça, les vidéos type podcast, interview, je kiffe, alors qu'il y a zéro budget, on se comprend, mais c'est d'une simplicité sans nom, et j'adore ça. Je pourrais écouter, parce que je m'endors parfois, donc je ne fais plus que écouter, je ne regarde plus, mais je pourrais passer des heures à écouter ce genre de contenu. Et attention, je ne crache pas non plus de temps en temps sur un gros banger de concept, tu vois, mais c'est un truc où, il y a une pression comme ça où je me dis, oh, flemme, tu vois. Mais par contre, je la sens pas du tout dans le côté plus commercial avec ma marque. Où là, je sais pas pourquoi d'ailleurs, en fait, c'est très bizarre, mais où là, ça m'excite, en fait. Et en tant que créatrice de contenu, tu donnes quelle place au marketing d'influence chez Martine?
Très peu, hein. On n'en fait pratiquement pas. Mhm. Je crois qu'en 2025, même pas en 2024, j'ai dû faire 2 codes promo, je crois, avec des influenceuses. Ouais. Pourquoi? Ben, je vais pas te mentir, les peu de fois où on a fait de l'influence avec vraiment, voilà, du code promo, ce genre de choses, ça n'a pas du tout fonctionné. Genre, t'as des gens, je les paye 4-5 000 euros la story, et ça fait 3 codes, quoi. Si les gens savaient, enfin, ils ne perdent pas du tout. Ouais. Et c'est pas grave. C'est que le produit ou la façon dont ça a été communiqué n'a pas fonctionné. J'en sais rien. C'est un truc qui ne marche pas forcément. Par contre, il y a des profils comme Jill avec qui je travaille de temps en temps avec ma marque, mais de nouveau, c'est mon audience finalement. Donc, in fine, c'est un peu comme si c'est moi qui faisais un code promo, mais elle, voilà. Et puis, quitte à nourrir les gens, autant nourrir les potes. Hein. Mais là, ça perd de ouf, par contre. Okay. C'est exponentiel, le chiffre d'affaires qu'une fille comme Jill fait, c'est lunaire. Mais j'ai fait très peu on n'en fait pratiquement pas. Parce qu'aujourd'hui, la structure, la stratégie qu'on a mis en place, on n'a pas besoin de faire de l'influence. C'était longtemps très mal vu, hein, parce que c'était vraiment un truc que télé-réalité, machin. Aujourd'hui, plus du tout. T'as vraiment de tout. T'as des excellents créateurs de contenu qui font de l'influence. J'en fais régulièrement pour d'autres marques. Et ça marche très bien. Mais nous, pour le moment, c'est pas une stratégie qui nous semble adaptée, ou en tout cas, on n'a pas forcément besoin. De temps en temps, si vraiment j'ai envie de faire un code promo, bah, je vais le faire moi. Ouais. Ça me coûte pas un bal et ça fonctionne, tu vois. Donc, et ça fait kiffer l'audience. Donc, mais c'est quelque chose aussi qu'on fait vraiment de manière sporadique. Je fais pas énormément d'évaluation de produits, c'est-à-dire que aller décoter, démarger, c'est pas un truc que je fais. Parce qu'aussi, je n'ai pas non plus des marges incroyables. J'ai pas des marges de 10, quoi. Hein. Comme on est sur des produits qui sont déjà très coûteux à la prod, je suis obligée, en fait, de faire attention à la décote. Et qui dit décote, dit forcément, attention, warning, les codes promo, parce que c'est des moins 20, moins 30, ça bouffe ta marge. C'est pas... En tout cas, moi, dans mon business model, c'est pas l'idéal. Okay. Et à quel point tu penses que ta notoriété a joué sur le succès de la marque? Ah, mais bien sûr. Ça a joué sur l'entièreté du succès de la marque. Je pense que, après, j'avais pas non plus les abonnés que j'ai aujourd'hui, hein, donc j'avais pas non plus une audience énorme, mais elle était quand même là, elle était présente, et surtout, elle était presque palpable, tu vois, des gens où tu sais qu'ils sont vraiment là. C'est pas juste un chiffre. Et ce serait complètement mentir que de te dire non, tu sais, chérie, c'est vraiment que le produit, hein, qui a fait que ça a perf. Non, pas du tout. À la base, les gens, ils ont acheté un produit qu'ils n'avaient jamais vu en vrai, qu'ils n'avaient jamais testé. Ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté parce qu'ils m'ont fait confiance. Et qu'ils se sont dit, bon, elle va pas oser nous vendre de la merde. Voilà comment ça a commencé, tu vois. Et puis, une fois que t'as fait ça, et que tu as, en effet, pas osé vendre de la merde, il faut continuer à ne pas vendre de la merde. Et donc, ça, c'est un autre travail. T'acquis des gens, tu crées une database, mais tu les trompes une fois, c'est fini, ils ne reviennent plus. Et c'est super dur, c'est beaucoup plus dur de maintenir une audience d'acheteurs que de construire les prémices de quelque chose. Mais vraiment, hein, on croirait l'inverse, mais c'est faux. Les maintenir engagés, maintenir cette confiance, les faire acheter d'autres produits qu'ils n'auraient peut-être jamais pensé acheter. Moi, j'ai des clientes Martin Skin qui n'ont jamais encore aujourd'hui acheté un produit Martin Cosmetics. Et inversement. Et enfin, c'est ultra challengeant en fait de maintenir les gens engagés. Et c'est très dur. C'est un travail de longue haleine, quoi. Hein. Et toi, est-ce que c'était une pression peut-être justement quand t'as lancé la marque de pas décevoir ces gens qui te suivaient? Alors déjà, la peur au ventre de me dire je vais me prendre un shitstorm si jamais il y a des problèmes, si jamais la peur du bad buzz, la peur du on m'attend au tournant. Ça fait des mois que j'arrête pas de donner mon avis sur le produit des autres. Imagine, mes produits c'est de la merde, mais on va me détruire et c'est fin de carrière, quoi. Ouais, c'est clair. Et est-ce que ça aurait été dramatique? Non, tu vois, je vais pas en mourir. Et d'ailleurs, on sauve pas des vies, hein. Faut quand même un peu remettre l'église au milieu du village. Mais ça m'aurait fait chier, quoi, de me dire, putain, tout ce temps, tout cet argent, toute cette énergie pour me prendre une chier de commentaires négatifs. Ça m'aurait saoulé de ouf. Ça m'aurait foutu le seum, c'est sûr. Et donc, oui, évidemment. Et je pense que tout influenceur, qui lance une marque a cette peur au ventre, a cette boule au ventre de se dire, oh là là, on va me dire que c'est encore une énième marque d'influenceur. Putain, je vais me prendre une shitstorm. Et si en plus ça va pas et que c'est pas bon, que les colis arrivent pétés ou comment, tu vois, tout me faisait peur. Pas juste le produit,
le produit? Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ça va arriver chez eux en un morceau? Ok. Est-ce qu'il va y avoir des retards? Est-ce que tout me faisait peur? Est-ce que je vais avoir mon stock dans les temps? Enfin, tout m'effrayait, tu vois. Ouais. Et si t'avais pas été créatrice de contenu, est-ce que tu l'aurais fait? Ou est-ce que t'aurais fait les choses différemment? Comment t'aurais lancé ta marque? Je crois que j'en sais rien. Peut-être qu'elle n'y aurait jamais une marque. Ça aurait été une autre vie. Parce que j'aurais pas été créatrice de contenu, j'aurais pas fait du contenu sur le make-up, ça ne m'aurait pas à ce point animée, ça m'aurait peut-être pas donné cette envie-là que j'ai aujourd'hui. C'est une bonne question, mais je pense que j'aurais fait 1000 autres métiers, mais c'est sûr, il y a une certitude, je n'aurais jamais eu de patron. J'ai bossé pour une très grosse multinationale, un très bref moment, ça a été la pire expérience de ma vie. J'ai très vite compris que je voulais être dans l'entrepreneuriat, monter un business. Est-ce que ça aurait été de la cosmétique? Peut-être pas du tout. Ça aurait pu être n'importe quoi, mais peut-être pas ça, tu vois. Ouais, ok. Et du coup, tu l'as un peu abordé tout à l'heure, mais sur le long terme, tu aimerais que la marque puisse exister sans être... Je pense que ça, c'est le goal ultime. Je pense que ça, c'est vraiment la réussite ultime. C'est le produit parle à ta place, on ne sait plus qui tu es, ça remporte peu en fait, on s'en fout, on s'en bat les couilles parce qu'en fait c'est ton produit qui parle et il parle 1000 fois plus fort que toi. Ton produit parle tellement fort que les autres gens vont parler à ta place du produit et donc cette espèce d'effet boule de neige, le bouche à oreille, construire une audience sans ta voix à toi, mais c'est extraordinaire, c'est un goal ultime. Oui, absolument. Ça, c'est mon rêve absolu. Ok. C'était ma dernière vraie question. Ok. Mais comme tu le sais sûrement, Social Kids, c'est un peu la cour de récré de l'agence. Donc maintenant, on va jouer à 2 petits jeux. Un premier jeu, on va jouer à touche-touche. Et le principe est très simple. Tu dois répondre du tac au tac. Ok. Cosmétique, skin ou hair? Skin. YouTube ou Instagram? Instagram. Velours lipstick ou hot gloss? Hot gloss. Belgique ou États-Unis? Belgique. Influenceuse ou chef d'entreprise? Chef d'entreprise. Noël ou Halloween? Noël, parce que je dirais plutôt automne, mais même automne ou Noël, je t'aurais dit de toute façon Noël. Ok. La dernière, Gaëlle ou Martine? C'est dur. Gaëlle. Ok. Ouais. Alors, on va terminer l'épisode sur un deuxième petit jeu. C'est le jeu du petit poisson rouge. Dans la cour de récré, tu peux traverser la mer Rouge à certaines conditions. Je vais commencer une phrase et je te laisse la terminer. Réussir dans le monde de l'entrepreneuriat à condition de... Bien s'entourer. Merci Gaëlle d'avoir accepté l'invitation. On arrive à la fin de cet épisode. Écoute, merci à toi, c'était incroyable. C'est passé vite, hein? Oui, écoute, j'ai kiffé. 1 heure. Écoute, j'espère que les gens vont aimer aussi et que voilà que ça les... Qui sait, peut-être ça les inspirera. T'as donné plein de bons conseils. À lancer un projet, à y croire et voilà. N'écoutez pas trop les gens autour de vous aussi. C'est vraiment... Si j'avais dû écouter tous ceux qui allaient me dire non mais fais pas ça, mais j'aurais jamais rien fait de ma vie, vraiment, vraiment. Merci. Merci à toi, merci à vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Social Kids. Ciao. Ciao ciao.